Bonjour et bienvenue à ce talk intitulé Reactivity from Scratch. Alors je me présente, je suis Pierre Robillard. Qui suis-je? Je me définis souvent en tant que développeur fonctionnel, ça veut surtout dire que je ne suis pas DevOps, je fais du back et du front, principalement en JS, mais pas que. Et j'ai rejoint les Code Troopers depuis 2018, on a un stand devant, venez nous rencontrer. Donc ce talk va parler de quoi? Il va parler de Signal et de Fine Grained Reactivity. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la dernière hype des frameworks JS? Oui, en quelque sorte. Mais en fait, ça remonte quand même à 2010. Le premier framework dit Fine Grained, c'est Knockout de 2010. Mais donc, du coup, c'est un concept qu'on a vu apparaître avec Solid.js, Vue, Angular, Preact et beaucoup d'autres librairies. Et ça fait même aujourd'hui l'objet d'un proposal au TC39, donc ça a été présenté en août 2024, et donc ça veut dire que les signaux vont peut-être intégrer même nos VM JavaScript. Mais du coup, ça ne répond pas à la question, qu'est-ce que c'est la réactivité? Alors, pour répondre à cette question, je vous propose de partir d'un exemple du UI, mais fait en Vanilla.js, comme on l'aurait fait il y a un certain nombre d'années. Donc là, l'exemple, vous avez un header et un input, et le but c'est de mettre à jour le header en fonction de ce que vous tapez avec l'input. Donc assez simplement, vous rajoutez un event listener et vous mettez à jour le content du header dans l'event listener. On va complexifier un tout petit peu l'exemple, et on va lui rajouter un deuxième input. Maintenant, vous allez séparer le nom et le prénom, et vous allez devoir mettre à jour le header quand vous tapez dans l'un ou dans l'autre. La question se pose, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce deuxième event listener? Puisque là, il va falloir garder en mémoire ce que vous avez tapé dans l'un pour ne pas effacer l'autre. Donc, assez simplement, on va commencer à introduire deux variables, une pour le prénom et une pour le nom, et on va la mettre à jour dans les event listeners de chaque input. Ensuite, on va être un peu plus intelligent et on va refactorer notre code pour éviter la répétition. Donc le hello prénom nom, vous allez le mettre dans une fonction et la réutiliser dans l'event listener. Alors, pourquoi je présente ça? C'est parce qu'on ne fait plus des applications comme ça, mais ça va nous permettre de découvrir en fait les trois grandes primitives qu'on va dire primitives réactives. Alors, ces primitives sont d'abord, vous avez du code qui est fourni, qui sont les données que l'utilisateur va pouvoir modifier et lire. Vous avez des données qui sont dérivées d'autres données. Donc ici, notre greeting est un dérivé de notre nom et de notre prénom. Et vous avez des effets de bord qui dépendent des données. Alors, généralement, l'effet de bord, c'est mettre à jour l'UI, mais ça peut être n'importe quoi. Si vous avez un game engine, ça va être mettre à jour votre modèle. Donc, on va leur donner des noms. On va appeler ça un signal, ou des fois un observable, ou des fois un state. Ça va dépendre des frameworks. Pour les données qui sont dérivées, on va appeler ça des dérivations, ou des computations, ou des mémos. Ça va dépendre. Et pour les effets de bord, tout le monde s'est mis d'accord, on appelle ça des effets. Donc, maintenant, si je reprends mon exemple et que je le réimplémente avec ces nouvelles primitives, ça fait ça. Alors, je vais simplifier un peu l'exemple parce que là, c'est un peu plus gros. Et au lieu de manipuler le DOM, on va juste faire des console logs. Donc, je me retrouve avec deux signaux, une computation et un effet de bord. Et donc, quand on exécute, je retrouve bien dans ma console Hello Luke Skywalker, et après la mise à jour du prénom, Hello Leila Skywalker. Donc, l'effet de loguer dans la console est bien apparu deux fois. On va essayer d'implémenter rapidement cette petite librairie avec et de faire ces trois primitives. Donc, on va commencer par le début, par les signaux. Donc, on va définir un signal. La fonction createSignal, elle prend une valeur, n'importe quelle valeur, elle va en retourner un signal. Un signal, c'est quoi? C'est principalement un getter, un setter. Là, j'ai choisi de présenter le getter et le setter sous une forme de tuple, un peu comme React l'a fait ou comme Signal l'a adopté, mais si vous voulez en faire un getter et un setter dans un objet ou que sais-je, un proxy, ça dépend du choix de la librairie, mais le concept reste le même. Ensuite, cette valeur, il va falloir, pour la lire, il va falloir la retourner. Et pour l'écrire, écrire sa valeur dessus. Donc, pour l'instant, tout ça,
c'est pas réactif. Pour être réactif, il va falloir écouter les effets qui dépendent de ce signal. Donc, on va commencer à introduire un nouveau type, le type effet. Le type effet, c'est simplement une fonction qui ne prend pas de paramètres et qui ne renvoie rien, un effet de bord. Dans notre signal, on va garder la liste des effets qui dépendent de ce signal. Et donc, j'ai commencé à écrire ma fonction createEffect et on va voir maintenant comment on va la remplir. Donc là, c'est là où la magie va commencer un peu à se passer. Donc on va introduire une stack globale des effets, donc les contextes réactifs. Donc ici, vous avez juste un tableau d'effets. Le but de createEffect, c'est de wrapper cet effet de bord dans une fonction execute, et cette fonction, on va la pousser dans notre contexte, l'exécuter, et après la dépiler. Vous allez voir comment ça se passe. Hop. Maintenant, quand on lit la valeur à l'intérieur de ce signal, quand on lit la valeur d'un signal à l'intérieur d'un effet, il va falloir l'ajouter à l'effet à la liste des subscribers à cet effet. Donc, si mon contexte, j'ai un effet courant, alors je l'ajoute à mon contexte global. Et quand j'écris, il va falloir une nouvelle valeur, il va falloir notifier tous les subscribers pour réexécuter l'effet. Donc, dans ma fonction d'écriture, pour chaque subscriber, quand j'écris une nouvelle valeur, je réexécute mes effets de bord. Et maintenant, la dernière pièce du puzzle, notre troisième primitive, ça va être le createComputed. Donc, le createComputed, sa signature, c'est ça prend une fonction qui retourne une valeur et je retourne un getter. Alors du coup, pour le moment, on va essayer de faire la chose la plus naïve possible et on va simplement retourner la fonction. On va y retourner ensuite avec des exemples. Et donc là, on l'a fait. Avec simplement ces 10 lignes de code, allez, 15, peut-être 10 si on enlève la signature JS, vous avez le début d'une librairie réactive. Mais alors, qu'est-ce qu'on a fait exactement ? Donc, on a fait une librairie réactive. Et en fait, une librairie réactive, ça consiste en quoi ? Ça consiste à construire un graphe réactif des dépendances. Donc, ce graphe, c'est toujours un graphe dirigé et acyclique. Donc, le graphe de l'application qu'on a fait, vous le trouvez sur la droite, vous avez les deux signaux, le greeting qui est la computation et le console log qui est l'effet de bord. On a créé ce graphe entièrement en runtime, donc vous n'avez pas besoin de compilateur, avec de l'auto-tracking. C'est-à-dire, l'auto-tracking, c'est une propriété des librairies réactives qui dit que vous n'avez pas besoin de définir manuellement les dépendances dans votre graphe. Vous n'avez pas de dependency array. Pour les gens qui ont fait du React et qui font des hooks, ça devrait vous parler. Il n'y a pas de règle de hooks non plus. Ça veut dire que, par exemple, vous pouvez faire un effet dans un effet. Alors, c'est utile. Je ne vais pas faire la démonstration, mais ça peut être utile. Voilà. Et l'architecture qu'on a fait là, c'est ce qu'on appelle une push architecture ou une architecture eager. C'est-à-dire que les données vont toujours du haut du graphe jusqu'en bas. Et, ça ne va que dans un seul sens. Pour voir les limitations et améliorer un peu notre librairie, on va passer sur des petits edge cases, des petits exemples. Donc, dans mon fichier Reactivity, j'ai la librairie qu'on vient juste de coder. Je crée mes deux signaux et je vais avoir une computation et un effet. Alors, hop. Ça, on va y arriver. Désolé. Je vais complexifier un tout petit peu l'exemple en rajoutant un deuxième effet de bord. Donc, le premier, c'était Hello, le nom, et Goodbye, le nom. Donc, j'ai Hello Anakin Skywalker, Goodbye Anakin Skywalker, Hello Darth Skywalker et Goodbye Darth Skywalker. Donc, pour l'instant, on a l'impression que tout se réexécute bien. Mais si je vais décommenter cette ligne-là dans la computation, ce qu'on voit, c'est que après avoir changé notre signal first name, notre computation est en fait exécutée 2 fois, alors qu'en fait sa valeur ne change pas. On ne devrait pas avoir besoin de la réexécuter.
Alors, quel est le fixe pour ça? Le fixe, il va se retrouver dans notre create computed. On va associer nos deux précédentes primitives dans celle-là. Au lieu de retourner simplement la fonction, on va retourner le getter d'un signal et on va créer un effet de bord qui met à jour ce signal à chaque fois que la dépendance change. Donc le fixe, il est là, et donc ici on voit bien, alors au début c'est exécuté 2 fois, c'est normal, mais par contre on a bien fixé que après une seule exécution de first name, notre computation est réexécutée qu'une seule fois. On va passer au cas numéro 2. Notre case numéro 2, il est encore plus simple. Le graphe qu'on va analyser, c'est celui-là. Vous avez un signal compteur, où on va mettre un chiffre dedans, et on va calculer dans notre dérivation, est-ce que ce chiffre est pair ou impair. Et ce qu'on veut faire, c'est loguer, changer la valeur de l'affichage pour nous dire s'il est pair ou impair. Et ici, donc on passe de 0, 2, 4. Et on voit que on réexécute notre effet de bord et on affiche true 3 fois, alors qu'on ne devrait pas avoir à remettre à jour notre affichage. Si vous imaginez dans une GUI, le compteur augmente, mais vous n'avez pas besoin de changer la valeur de votre affichage pour dire que le chiffre est toujours pair. Le fixe là est encore plus simple. Il va se retrouver dans notre create signal. Et il va se faire au niveau du write. On va faire en sorte de d'écrire dans le signal seulement quand la valeur change. Sinon, on skip et on ne veut pas propager l'événement à nos subscribers. Voilà. Donc, dans notre librairie Reactivity V3, on a intégré ce fixe-là. Et quand on exécute, on a bien mis à jour notre valeur setCount, mais par contre, isEven reste true et affiché qu'une seule fois. Je reprends le focus. Pour notre cas numéro 3, on va partir sur un exemple un petit peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'au lieu de cette fois-ci d'avoir notre nom et notre prénom et notre nom dans 2 signaux différents, on va le mettre dans un seul objet et 2 propriétés de cet objet. Et je vais faire 3 dérivations, une première pour ici mettre en minuscule, l'autre pour mettre en majuscule, et enfin former le greeting, l'agrégation des deux. Et il me faut toujours un effet pour être réactif, et donc je log le greeting. Et maintenant, quand je change cet objet-là, on va voir apparaître ici 3 logs, alors qu'on s'attendrait à avoir qu'un seul, ou que 2. D'abord notre premier, Hello Luke Skywalker, et après on voit quelque chose d'étrange, on voit Hello Darth Skywalker, ce qui est en fait un glitch, un état intermédiaire qui ne devrait pas arriver, puisque le seul état valide c'est Hello Darth Vader. Alors, ce problème-là, donc on l'appelle le problème du diamant, donc ça s'explique par la forme du diagramme. Et pourquoi ça arrive? C'est parce qu'en fait notre graphe il est exécuté def first, il est évalué def first. D'abord vous avez toute la branche de gauche qui va être évaluée, puis toute la branche de droite. Ce qui fait qu'ici, greetings va être mis à jour 2 fois, alors qu'on devrait le faire qu'une seule fois. C'est un problème très courant dans les librairies réactives, et le fixe est beaucoup moins simple cette fois-ci. Il y a un fixe simple, c'est si vous revenez au create computed avec seulement une simple fonction, il disparaît. Mais par contre, le edge case numéro 1 qu'on a vu va réapparaître. Soit sinon, on va passer dans une architecture push-pull. Donc une architecture push-pull, c'est ce que font les vrais frameworks, où d'abord vous avez une phase de notification, vous allez marquer tous vos nœuds de votre graphe comme étant sales, dirty, et ensuite essayer d'effectuer les calculs dans l'ordre. Donc, pour aller plus loin, je vous conseille donc de lire ces articles. Donc, le premier, c'est un article de Dan Jutan que j'ai repris ici.
Mais vous avez aussi l'article de Milo Migdol, si vous voulez résoudre ce problème de diagramme. Il va exposer les solutions algorithmiques de plusieurs librairies comme Preact, Reactively et Solid. Et à partir de cet exemple-là, vous pourrez reprendre ces exemples et essayer de résoudre ce problème-là. Puis aussi, donc, je conseille la lecture de Damien Chazul et de Ryan Carnito. Ryan Carnito, c'est le lead développeur sur SolidJS. Il a des très bons articles. Aussi, je vous conseille d'aller voir la conf d'Esteban aujourd'hui à 15h45 dans le même amphi, sur le même sujet, mais en 55 minutes. Voilà. Voici le lien de l'Open Feedback et le lien de mes slides si vous voulez relire tout ça à tête plus reposée et plus lentement. Merci bien.